de la dignité et le sens de l'intérêt commun au leur. Cela malgré les critiques acerbes et les menaces des grandes puissances toujours promptes à donner des leçons. Ils ont, au rythme d'une armée dirigée par un général, redonné espoir à leur peuple. Ils ont fait comprendre aux leurs qu'ils peuvent être maîtres de leur destin. Le Rwanda ou l'Éthiopie, jusqu'à une date récente, pour ne citer que ces deux pays, sont assurément de ceux-là. Pendant ce temps, dans la plupart des pays francophones d'Afrique centrale, l'on continue de s'accrocher au fauteuil sans vision, sans développement, mais avec une savante stratégie pour se jouer des insuffisances des textes fondamentaux aux couleurs démocratiques. On a installé au sud du Sahara francophone des démocraties électorales qui coûtent une fortune sans presque jamais apporter de solution. Certains disent que la démocratie n'a pas de prix. C'est très discutable. Petit inventaire. Sécurisation des bureaux. Impression des bulletins, machines à voter. État et bailleurs de fonds dépensent chaque 5 ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Des coûts parfois polémiques, surtout lorsqu'ils ralentissent le processus électoral. Et parfois, la facture explose. Tenez, en 2010, en Côte d'Ivoire, les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections, un record en Afrique. En 2018, les élections présidentielles et législatives ont coûté au Mali un peu plus de 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA. Ceci pour reconduire un président déjà aux affaires depuis 5 ans. 3 ans après, il a été renversé. C'est un peu comme si on avait mis cette extraordinaire somme dans les toilettes et on a tiré la chasse puisque ni le président élu, ni les députés ne sont plus là. Ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance. Cette somme correspond à plus de 10 hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations. Des hôpitaux qu'ils n'auront jamais. Au Cameroun, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 82 millions d'euros, soit 54 milliards de francs CFA, pour reconduire le président aux affaires depuis novembre 1982. Et presque les mêmes représentants à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui changerait considérablement le monde scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix, des choses concrètes qui auraient changé la vie des populations. Au Burkina Faso, en 2015, on a dépensé pour la présidentielle et les législatives un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA dans un pays enclavé où on manque de tout, où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées qui tuent sans discernement dans les villages du pays, où les militaires manquent d'équipements pour défendre l'intégrité du territoire. Après avoir dépensé la même somme il y a moins de 2 ans, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé et le Parlement dissous. Encore des centaines d'hôpitaux brûlés sur l'autel des élections dites démocratiques. Des centaines de kilomètres de routes qu'on ne construira pas. En République démocratique du Congo en 2018, on a dépensé 600 millions de dollars pour la présidentielle, les législatives et les provinciales, soit près de 350 milliards de francs CFA. Ceci correspond à 400 km de route dans cet immense territoire totalement enclavé. 2 parcs agro-industriels, 5 avions Airbus 319 neufs, 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes, plus de 4000 écoles primaires et secondaires. Avec cette somme, on aurait aussi pu bâtir plus de 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement défaut à ce vaste territoire, ou encore 50 centrales de production d'eau potable dans ce pays où l'on meurt encore de paludisme. Ces calculs sont ceux de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Tout cet argent, cette somme aurait pu permettre de lutter efficacement et définitivement contre l'insécurité dans l'est de la RDC, où des bandes armées font encore la loi, où l'insécurité est devenue la règle. Il aura fallu, après le scrutin, plus de 2 ans de crise, de blocage, de tergiversation, de tractation, d'arrangement pour que le président élu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête d'une union sacrée hétéroclite, puisse enfin prendre les rênes du pays. Et déjà, on envisage la prochaine échéance électorale. L'année prochaine, en juin 2023, il faudra encore débourser 500 millions de dollars pour les élections. Lorsque l'on fait l'inventaire de tous ces scrutins, il y a moins de 10% d'alternance. En gros, les mêmes remportent leur siège. On vote donc presque pour rien. Une tragique comédie. À quoi ça sert de dépenser 500 millions de dollars pour financer un simulacre d'élection dont on connaît les résultats à l'avance et qui en plus vont diviser les populations et très souvent entraîner des violences? Ceci pose avec acuité, avec violence, j'allais dire, la problématique, le fameux dilemme entre
la démocratie et le développement. Question que certains intellectuels, un peu rapidement, pleins de certitudes, balaient d'un revers de la main. J'arrête là cet inventaire pour ne pas vous déprimer avec le gâchis que l'on perd chaque année sans garantie d'alternance, et qui très souvent se termine en crise, en contestation, en division du pays, en guerre civile. Devant toutes ces ratés, ces échecs, je m'interroge. Avons-nous, au début de la décennie 90, mené le bon combat? Est-ce bien de cette démocratie dont le continent a urgemment besoin? Son salut ne passe-t-il pas, contrairement à la réflexion de Barack Obama, par des hommes forts? La doctrine nécessaire n'est-elle pas celle qui promeut le développement? Je n'ai pas de réponse, Je n'ai pas de réponse définitive. Je m'interroge tout simplement. J'avoue que je n'ai pas de réponse et je ne pense pas être détenteur d'une quelconque vérité. Et je sais que ce type de réflexion peut susciter une critique acerbe, la colère des nombreux diplômés qui l'ont adopté comme on entre en religion. Je peux le comprendre et intégrer leur opposition. Mais dans l'absolu, n'est-ce pas du débat d'idées dont nous avons besoin urgemment aujourd'hui? N'est-ce pas urgent de penser par nous-mêmes, de choisir ce qui correspond mieux à nos aspirations? Le moment de s'interroger sur le mot d'idoine de gouvernement dont a besoin le continent noir n'est-il pas venu? Peut-être devons-nous enfin oser faire la critique intelligente de cette démocratie importée, imposée. Et si c'était de là que naissait un nouveau système mieux adapté à nos réalités, à nos peuples? Déjà, comment pouvons-nous imposer à nos parents, à nos campagnes, au plus grand nombre, un système qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne peuvent pas traduire dans leur langue, un modèle qu'ils ne peuvent pas définir? Et pourtant, nombreux sont les petits malins qui ont su tourner ce système imposé en dogme à leur avantage, remplaçant à coups de billets de banque, de sarderies ou de pain sardines dans leur village, le chef traditionnel et les notables locaux, sans jamais rien apporter de concret aux populations. Des élus qui ne retrouvent le chemin de leur circonscription qu'au moment des élections, qui traitent leurs administrés comme du bétail électoral et ne leur rendent jamais de compte, avec à chaque fois les mêmes rengaines sur l'urgence démocratique, sur ses vertus. Pendant ce temps, on a fait des chefs traditionnels, gardiens de la tradition, des commis d'administration, à qui on accorde de maigres subsides à partir du moment où ils restent dociles au régime en place. Certains ont même rejoint le parti au pouvoir, les chefs. Comparaison n'est pas raison, dit-on, mais peut-être qu'on doit sortir du fétichisme des mots pour regarder d'autres modèles. Et si on regardait autour de nous ceux qui étaient à notre niveau il y a 50 ans, ceux qui accusaient le même retard de développement et qui n'ont pas été sous la pression du modèle qu'on nous a imposé. Tenez, ils sont des milliers, les Africains, qui désormais prennent le chemin des Émirats arabes unis. C'est devenu l'Eldorado, le modèle que l'on montre. Il y a 50 ans, voici à quoi ressemblaient les Émirats arabes unis. Un bout de désert qui ne donnait envie à personne d'y aller, sauf bien sûr les autochtones, les bédouins du désert. Le plus important immeuble ici était celui-là. Il ne dépassait pas 7 étages. Souvenez-vous que le golfe Persique ne prend son indépendance qu'en 1971, soit plus de 11 ans après l'immense majorité des pays africains. C'était il y a 50 ans. 50 ans plus tard, voici Dubaï. Dubaï est devenu l'un des lieux forts du monde. Ils ont maîtrisé l'eau dans ce pays qui en manquait tant. Peuple du désert, en quelques années, ils ont purifié la mer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardins. La planète les montre en exemple. Ils affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Les Émirats attirent les investisseurs du monde entier. Une telle réalisation ne peut s'expliquer que par le seul fait de l'argent, mais par une vision. Ceci ne peut s'expliquer autrement que par le leadership d'un homme, par la vision d'un homme. Et ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ce n'est pas venu d'ailleurs. On ne peut pas accomplir de telles choses, des choses aussi grandioses, si l'on n'aime pas d'abord son peuple, si l'on ne veut pas lui offrir le meilleur, avec un système de santé des plus modernes, des plus généreux pour son peuple, avec un système d'éducation des plus adaptés, avec des infrastructures des plus sophistiquées, des aéroports futuristes, avec un modèle de sécurité qui protège ses populations. Qui en bénéficie? Ces populations. Ces visionnaires, peut-on dire qu'ils ne veillent pas sur les droits de leurs compatriotes? Peut-on les accuser de saigner leur peuple? Oui, bien sûr, tout n'est peut-être pas parfait dans ce monde. Mais les populations semblent bien plus heureuses, mieux traitées que dans l'immense majorité de nos nations du sud du Sahara et même de nombreux pays occidentaux. Ce qui a d'ailleurs amené la presse occidentale à changer de ton avec les Émirats arabes unis. On les accueille dans les palais des grandes puissances avec tous les égards.
On leur déroule à chaque fois le tapis rouge. Ils imposent leur volonté et personne ne leur parle de démocratisation. Personne ne leur donne des leçons pour gérer leur pays. On est plus pressé de leur vendre des avions, de signer avec eux des contrats. On n'est jamais contrariant avec eux, jamais. Tout ceci est d'abord l'œuvre, la vision du cheikh Rachid, père de l'indépendance de Dubaï, qui est mort en 1990. Mohamed Al-Rachid Al-Maktoum est aujourd'hui le monarque de Dubaï. Même si la crise financière de 2009 l'a profondément touché, Dubaï reste un modèle. Cette famille est pourtant aux affaires depuis le début.